Chers maîtres, chers amis, chers collègues, c'est un honneur, comme à chaque fois, de me retrouver parmi vous pour partager ces moments de science et de plaisir. Aujourd'hui, je vais sortir un peu des maladies auto-immunes, des maladies systémiques, pour vous parler d'un problème réel que vous voyez au quotidien, donc, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, j'ai un souci, voilà, très bien. Donc, comment on peut le définir? Donc, c'est un trouble respiratoire apparaissant au cours du sommeil. Il survient, donc, c'est des épisodes d'arrêt respiratoire qui durent plus de 5 secondes. En moyenne, c'est de 10 à 30 secondes et plusieurs fois par heure. Alors, ces arrêts respiratoires sont dus à la fermeture partielle ou totale des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Bien sûr, il s'accompagne de complications, surtout d'ordre cardiovasculaire et métabolique. Alors, la principale souffrance, c'est l'altération de la qualité de vie qui est due à ça justement, qui est due à ce qu'on appelle des réveils répétés, qu'on appelle des micro-réveils, qui altèrent donc la qualité de vie et la qualité du sommeil. Alors, donc, comme introduction, c'est une pathologie relativement fréquente. Elle est retrouvée chez 15% de la population générale. Donc, le refoulement est retrouvé dans 15% de la population générale. Et le syndrome d'apnée du sommeil, par contre, on le trouve entre 2 et 3%. Alors, près de 48% des hypertendus. Alors, chez l'acromégalie, donc un malade sur 2. Et chez les obèses morbides, donc jusqu'à 70%. Alors, il varie en fonction de l'âge, du sexe et du terrain. Alors, plus fréquent chez l'homme avant 60 ans. Donc, en général, c'est la pathologie de l'homme adulte. Et après 60 ans, la prévalence se rejoint celle de la femme. Alors, il est cause de morbimortalité respiratoire et neuropsychiatrique. Comme facteur favorisant, vous avez les facteurs anatomiques, dont la plus fréquente, c'est l'hypertrophie des amygdales. Vous avez déviation de la cloison nasale, une malformation de la sphère ORL, des facteurs neuromusculaires. Alors, ces facteurs neuromusculaires sont dus essentiellement à ce qu'on appelle une désynchronisation entre le relâchement et la contraction qui doit respecter une certaine chronologie des muscles du pharynx et de l'oropharynx, dû essentiellement soit au tabac ou à l'alcool. Et bien sûr des facteurs généraux, essentiellement certaines maladies comme le diabète, l'hypertension et les cardiopathies, surtout ischémiques. Alors, cause de l'obésité, 80% du syndrome d'apnée du sommeil fait suite à une obésité. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Vous avez les anomalies faciales, vous avez les anomalies ORL, et alors, en leur présence, l'apnée du sommeil ne disparaîtra pas forcément après la perte du poids. Alors, qu'est-ce qui caractérise le syndrome d'apnée du sommeil chez l'obèse? Premièrement, il est très expressif sur le plan clinique. C'est un malade qui a un BMI supérieur à 40. Alors, il dort mal, il bouge tout le temps, la nuit, il a un diabète, il a une hypertension. Donc, pratiquement, tous les facteurs de risque qui entretiennent ce syndrome d'apnée du sommeil. Alors, chez les obèses, les formes sévères d'apnée du sommeil, on les voit, et paradoxalement à ça, il est réversible. Ça veut dire qu'en faisant perdre du poids à notre malade, on peut faire disparaître, voire guérir complètement le syndrome d'apnée du sommeil. Sur le plan physiopathologique, alors vous avez la charge mécanique qui est due tout simplement au poids. Donc l'imbibition de la peau par de la graisse constitue un poids qui empêche le thorax de faire une inspiration. Les facteurs neuromusculaires qui sont dus à ce qu'on avait décrit tout à l'heure, le tabac et l'alcool essentiellement. Vous avez des dépôts de graisse au niveau des muscles de l'oropharynx
et de la muqueuse bronchique qui font que la lumière bronchique est réduite. Vous avez des modifications structurelles et fonctionnelles des muscles, une insulino-résistance et des sécrétions de substances hormonales dont les plus connues sont ce qu'on appelle le syndrome de Cushing, donc l'hypercorticisme, et surtout les facteurs de croissance dont le plus décrit aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IGF-2. Là, vous voyez que les formes sévères sont parallèles. Comment on utilise le pointeur? Ah, voilà. Donc, vous voyez que les formes sévères, il y a un parallélisme entre les formes sévères de syndrome d'apnée du sommeil et le grade de BMI. Alors, comme conséquence de ce syndrome d'apnée du sommeil, vous avez l'hypertension artérielle en premier lieu, les accidents vasculaires, les troubles du rythme cardiaque, l'infarctus, la dépression et détérioration intellectuelle. Donc, détérioration intellectuelle, donc le malade perd ses fonctions cognitives, la pensée, la mémoire, les réflexes et l'intelligence. Alors, première étape qui doit être menée par le médecin généraliste, qui est le dépistage de syndrome d'apnée du sommeil. Alors, comment il se fait? Il doit devenir un réflexe chez certains profils de malades, donc entre autres l'obésité morbide, chez les acromégales, chez les malades qui sont suivis par maladie de Cushing ou une hypothyroïdie profonde. Alors, comment se fait ce dépistage? Premièrement, l'interrogatoire, donc à la recherche de signes non spécifiques. Vous avez des troubles de l'humeur avec mauvaise mine, irritabilité, le malade qui devient agressif avec son entourage proche, entourage familial. Alors, il y a les troubles de la concentration, l'altération de la mémoire récente, l'absentéisme répété au travail parce qu'il dort mal et au petit matin, il essaie de récupérer. Et surtout ça, c'est un signe qui est fréquent. Alors, une baisse de la libido, pourquoi? Parce que, comme vous savez, que l'axe gonadique, il est au maximum au petit matin, et comme l'hypercapnie qui se produit plusieurs fois le soir, bloque l'axe gonadotrope. Alors, avec ça, vous avez beau à faire un bilan hormonal, il sera tout à fait normal. Et les accidents répétés de la voie publique. Un malade qui va se faire rembourser au niveau des assurances 3 à 4 fois par an, il faut se poser la question, pourquoi il fait ces accidents? Donc, ce malade ne dort pas la nuit et il a ce qu'on appelle les troubles de la vigilance au cours de la journée. Alors, maintenant, si vous avez des signes d'appel comme ceux qu'on vient de décrire, il faut rechercher les signes spécifiques de syndrome d'apnée du sommeil, et ça, c'est vous, médecin généraliste, qui devez le faire. Donc, le maître symptôme, c'est le ronflement. Le maître symptôme, c'est le ronflement. Alors, ce ronflement, il a des caractéristiques. En général, il est constant, parce qu'il existe le ronflement physiologique. Quand on est fatigué, on ronfle le soir. Mais on n'a pas les effets délétères, on n'a pas une altération de la vigilance le lendemain. Alors, une somnolence diurne, c'est des patients qui dorment sur la chaise, ils dorment sur le volant, hein, et parfois même au boulot. Vous avez des céphalies matinales inexpliquées, il a tout le temps mal. Quand il se réveille le matin, il a mal à la tête. Donc, vous voyez que la consommation dentalgique le matin, ça c'est un signe très important qui vous fait penser au syndrome d'apnée du sommeil. Et surtout, une perte d'énergie et une lassitude. C'est ce qu'on appelle l'asthénique chronique. Alors, certains diagnostics, bien sûr, différentiels doivent être évoqués et écartés rapidement. La narcolepsie, comme vous la connaissez, donc c'est des malades qui dorment de façon pathologique. Alors, d'une seconde à l'autre, alors il est en plein sommeil, il passe de la vigilance au plein sommeil. Ils font ça plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit. Ils ont des troubles d'écriture, ils ont des troubles de la marche et même parfois même un somnambulisme. Alors, l'hypersomnie idiopathique, vous savez qu'il existe plusieurs types de sommeil. Ce qu'on appelle le sommeil court, c'est des gens qui font moins de 6 heures, 6 heures et moins de sommeil. Il y a le sommeil long. Alors, le sommeil long, c'est entre 6 et 10 heures. Et le sommeil qui rentre dans la pathologie, c'est à partir de 10 heures. Vous avez l'hypersomnie non organique. Alors ça, c'est l'hypersomnie artificielle. On la voit chez les syndromes dépressifs
qui sont avec ou sans traitement. Le syndrome de Klein-Levin, alors c'est une pathologie génétique rare. Le maître symptôme, c'est quoi? C'est la désinhibition sexuelle. C'est un malade qui n'arrive pas à s'empêcher de faire des relations sexuelles. Ça devient pathologique. Alors, le syndrome d'insuffisance du sommeil, ça c'est les malades qui travaillent trop, les patients qui travaillent trop. Et vous avez le syndrome de jambes sans repos. Ça, c'est des mouvements anormaux de la jambe de certaines personnes. Et chaque fois que la jambe se relève, et le malade s'éveille. Donc, ça provoque des discontinuités dans son sommeil. Et il va aboutir à un certain moment à un sommeil de très mauvaise qualité. Alors, le médecin généraliste a suspecté un syndrome d'apnée du sommeil. Qu'est-ce qu'il doit faire? À son niveau, premier examen de dépistage, ce qu'on appelle l'oxymétrie. Alors, c'est quoi l'oxymétrie? C'est un appareil mobile, simple, qui permet la mesure de la concentration d'oxygène moléculaire dans un mélange gazeux ou dans un liquide. Alors, en médecine, il y a plusieurs formes d'oxymètre. On utilise l'oxymètre calorimétrique. Alors, vous voyez comment il est fait. Hein? Donc, il coûte moins cher que le Doppler de poche. Le Doppler de poche que vous utilisez pour le dépistage des AOMI, il fait entre 30 et 40 000 dinars. Alors, l'oxymètre, il fait entre 3 000 et 9 000 dinars. Ça sous-entend que vous pouvez l'avoir dans votre cabinet. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un oxymètre? C'est tout simplement, alors on le place chez le malade, il dort avec, et le lendemain, on essaie de rechercher des anomalies de deux types. La première, vous voyez, là, il fait des hypopnies, ce qu'on appelle les hypopnies. Normalement, il doit respirer comme ça c'est des ronflements. Et des épisodes de désaturation. Vous voyez ça? C'est la saturation d'oxygène qui baisse à chaque fois que le malade fait une hypopnie. Alors, quelle est la différence entre l'apnée et l'hypopnie? Alors, l'apnée, c'est un arrêt de la respiration. L'hypopnie, c'est une réduction du débit respiratoire, moins de 50%, à condition qu'il s'accompagne d'une désaturation d'oxygène, plus de 4%. Donc, vous voyez ce qu'on peut avoir, les informations données par l'oxymètre. Alors, il y a des équipes qui vous disent, si on a une désaturation importante, on peut poser le diagnostic à ce niveau. Donc, dépistage et diagnostic. D'autres, par contre, lorsqu'on n'a pas suffisamment de désaturation, par exemple, ça ne descend pas au-delà de 95, il faut aller plus loin. Alors, là, vous avez une apnée. Je ne sais pas si je peux me permettre. Vous voyez, là, c'est une hypopnie par rapport à ça. Donc, une réduction du volume aérien. Et là, vous avez un arrêt total de la respiration. Vous voyez? Et regardez le taux de saturation d'oxygène, comment il descend. Vous voyez? Par exemple, ce malade, vous pouvez commencer de l'enquête étiologique, pourquoi il fait un syndrome du sommeil, et passer à la troisième étape qui est la thérapeutique. Alors, si on n'a pas, par exemple, suffisamment d'arguments, vous avez une désaturation mais qui n'est pas complète, qu'est-ce qu'on fait? On passe à une étape supérieure. Ça, c'est ce qu'on appelle la polygraphie. La polygraphie aussi, c'est un examen qui se fait en ambulatoire. Ça veut dire, votre malade, il vient au cabinet, vous lui placez, avec un technicien, il lui place le polygraphe, et le lendemain, vous allez recueillir l'enregistrement, le transmettre sur un logiciel, et il va vous donner les informations suivantes. Alors, quelle est la différence entre l'oxymètre et le polygraphe? C'est que l'oxymètre vous dit qu'il y a des apnées, il y a une hypoxémie, mais vous ne pouvez pas savoir si elle est centrale ou périphérique. Est-ce que c'est un problème au niveau du cerveau ou un problème au niveau du syndrome obstructif au niveau des voies aériennes supérieures? C'est pour ça qu'il contient une ceinture avec des capteurs abdominaux thoraciques qui vous permettent de savoir si votre malade respire ou pas. Regardez, vous allez comprendre. Alors, là, la désaturation, vous voyez ici l'apnée, la pause respiratoire, et là, c'est des mouvements abdominaux et des mouvements thoraciques. Donc, ce malade, il fait une apnée, mais il continue à lutter. Ça veut dire que son cerveau, il fonctionne. Vous avez compris? Donc, il ne respire plus, mais les mouvements thoraco-abdominaux, donc l'automatisme central est préservé. Donc ça c'est un apnée du sommeil pas parfait. Alors,
on passe alors, maintenant, à ce stade, vous voyez, l'oxymètre, le polygraphe, vous pouvez le faire en ambulatoire. Ça veut dire que le médecin généraliste peut aboutir au diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, la deuxième question, des fois vous avez des chiffres limites. Vous n'arrivez pas à poser le diagnostic de façon certaine quand vous avez, par exemple, un taux de saturation qui est limite ou une symptomatologie qui est limite aussi. Là, vous devez passer la troisième étape. Alors, ça s'appelle la polysomnographie. Donc, on a vu l'oxymétrie, la polygraphie, et maintenant, on passe à la polysomnographie. Quelle est la différence entre la polygraphie et la polysomnographie? C'est que la polysomnographie contient des électrodes qui enregistrent l'activité cérébrale. Donc, vous pouvez dire, il y a un problème de l'activité cérébrale ou pas lors de l'arrêt respiratoire. D'accord? Donc, vous allez voir l'interprétation, ici, par exemple. Alors, vous avez l'EEG, et à chaque fois qu'il y a une pause, une hypopnée, ça correspond à un problème central. Vous voyez, la désaturation, la fréquence cardiaque, ça c'est les mouvements abdominaux, ça c'est les mouvements thoraciques. Donc, en quelque sorte, la polysomnographie, c'est un examen relativement complet qui vous permet non seulement de confirmer le syndrome d'apnée du sommeil, de situer le siège du problème, est-ce qu'il est en périphérie, au niveau des voies aériennes supérieures, ou il est au niveau central. 3, il vous permet de stader la gravité de cette pathologie. Alors, là, ça se fait à l'hôpital. Pourquoi ça se fait à l'hôpital? Parce qu'il y a l'EEG, donc c'est une machine, hein, donc il y a plein d'électrodes, en matière 17 à 18, donc le malade doit passer la nuit à l'hôpital. Et on fait l'enregistrement. Mais la lecture, ce que vous voyez ici, vous n'avez pas besoin de spécialistes. Vous voyez, alors, il y a un ECG, ça c'est le ronflement, ça c'est le pouls, la fréquence cardiaque, ça la saturation d'oxygène. Vous pouvez tout interpréter puisque vous connaissez les normes. Maintenant, alors, la deuxième étape, qui est la prise en charge. Bien sûr, comme on avait vu au début, certaines étiologies, le médecin généraliste, même les spécialités d'autres disciplines, ne peuvent rien faire quand il s'agit d'une malformation crânio-faciale au niveau de la sphère orale. Donc, le médecin généraliste, il peut agir au niveau de la pathologie la plus fréquente qui est à l'origine du syndrome d'apnée du sommeil, qui est l'obésité. D'accord? Donc, l'objectif principal, c'est une perte pondérale jusqu'à l'obtention d'un poids idéal par rapport à l'âge, par rapport au statut médical et par rapport à la taille et au sexe. Alors, le traitement, il est tout d'abord symptomatique ou suspensif. Il y a le traitement étiologique. Alors, sachez que une diminution de 10% du poids fait diminuer, fait baisser, alors 26% des apnées. Vous voyez? Donc, 10% du poids, donc 10 kg sur 100, fait baisser 26 apnées, 26% des apnées. Alors, cette plaque résume notre prise en charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Touati, j'aurais aimé faire ça sous forme d'atelier. Comme ça, vous saurez quelles sont les différentes étapes qu'on pratique pour réduire le poids des patients. Alors, il faudrait que vous sachiez qu'un poids n'est jamais stable. Par exemple, un malade qui a des conditions de vie et un mode de vie bien précis va prendre régulièrement du poids. Maintenant, est-ce qu'il prend 1 kg par mois ou 5 kg par mois? On s'en fout, tout dépend de son métabolisme. Alors, ici, quand on commence la prise en charge, la première étape qu'on va avoir, c'est de casser cette prise pondérale. Donc, on va stabiliser son poids. Et cette période dure de 24 heures à 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du métabolisme de chacun de nous. Alors, il y a des gens qui mangent une pomme et elle va sortir de l'autre côté. Un autre, il prend 1 kg et ça ne change rien en son poids. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des programmations génétiques. On ne peut rien y faire. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de descente. Hein? Donc, celle-là, elle dépend de quoi? Elle dépend du poids initial et l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, elle peut durer des mois, voire des années. Donc, il ne faut pas se dire que ce malade qui fait 180 kg, il faudrait que dans 3 mois,
il aura un poids normal. Ça, c'est pas bien du tout. Donc, l'OMS préconise une perte pondérale de 400-800 grammes semaine. C'est la meilleure façon de perdre du poids. Et c'est très mauvais de perdre plus de 3 kilos par mois. Donc, si vous avez un malade qui a un excès pondéral de 24 kilos, sachez que les 24 kilos doivent se faire sur 8 mois. Comme ça, même quand il trichera un peu dans son mode de vie, il ne reprendra jamais son poids initial. Alors, la troisième phase, ce qu'on appelle la phase de stabilisation, elle dure 8 semaines. 8 semaines, pourquoi? Pour permettre à votre cerveau d'enregistrer le nouveau poids. Le poids qui a été obtenu en fonction de l'âge, du sexe et de la taille. La quatrième phase, celle-là, c'est la phase de la reprise. Donc, vous injectez votre malade dans la vie de tous les jours. Alors, alimentation normale, et là, on introduit notre dernière arme, qui est l'activité physique. Donc, vous réintroduisez ce qui était interdit au départ, et vous introduisez l'activité physique pour permettre de préserver son poids. Alors, donc, comment on fait? Comment on fait? Premièrement, on calcule la ration énergétique réelle journalière approximative. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, à notre niveau, au niveau de la consultation d'obésité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on demande au malade de répertorier sur 3 jours, alors, depuis la levée du matin jusqu'au coucher. Il répertorie chaque chose qu'il mange, à quelle heure, et la quantité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de convertir ça en kilocalories, pour voir si votre malade mange beaucoup ou bien il mange mal. Alors, de préférence, il faut prendre un jour quand il est au travail et un jour quand il est chez lui à la maison. Comme ça, on va cibler, on va faire une approche plus précise de ce qu'il prend comme valeur calorique. Voilà. Donc, sachant qu'un homme de corpulence moyenne, ça veut dire 60-80 kilos, et il a besoin entre 2200 et 2500 kilocalories, et une femme entre 1800 et 2000 kilocalories. Notre objectif, c'est de réduire cette ration énergétique de 10 à 20%. Là, vous voyez, on ne va pas dicter au patient ce qu'il doit manger, non. On va rentrer dans son mode de vie depuis la levée du matin, et on essaie de réduire. Vous changez ça, vous réduisez ça. Alors, en réduisant de quelques miettes certains aliments, croyez-moi, la semaine, vous aurez enlevé un maximum. Alors, regardez, par rapport au traitement symptomatique, vous avez la pression positive continue, ce qu'on appelle les CPAP, elle coûte, un appareil, elle coûte entre 90 000 et 200 000 dinars. Donc, elle pèse au moyen 3 kilos. Donc, vous voyez, le malade est obligé de la porter. Alors, 6 heures en moyenne par nuit, il doit la porter pendant 6 heures la nuit. Ça, c'est un traitement symptomatique. Ça veut dire que lorsque vous l'arrêtez, le malade va reprendre les mêmes symptômes et les mêmes complications. Et effets secondaires. Quels sont les effets secondaires? Bien sûr, l'effet du masque, vous avez les irritations et il ne peut pas bouger d'un côté à un autre. Tout ça, c'est désagréable quand on le fait tous les jours. Alors, la VNI, elle n'existe pas en Algérie parce qu'elle est très chère. Par contre, le régime immunodiététique, il coûte 0 centime. Aucun sou. Et par contre, il peut même vous faire économiser certains sous. Voilà. Maintenant, la question, une perte de poids permet-elle pour autant de se passer du traitement par pression positive continue? La réponse est oui. Bon, comme conclusion, je vous ai donné les résultats d'un travail qu'on a fait à notre niveau. C'est une partie du travail. Alors, sur 92 malades, vous avez 50, alors c'est des malades obèses, vous avez 50 patients qui souffrent d'un SAS. Alors, vous voyez, 26%, ils ont un SAS sévère. Et sur ces 50 malades, on a peu, alors 14 malades ne présentent plus de SAS, donc complètement disparu, et 7 des 50 patients ont abandonné l'appareillage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus les désagréables, ils n'ont plus les symptômes qu'ils avaient avant. Et je vous remercie.